Hey, j'espère que vous allez bien malgré le fait que vous n'êtes pas tout à fait droit. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je pense assez adéquate pour un petit retour sur Booktube parce que je suis tombée dans un rythme assez irrégulier comme ça faisait un mois ou deux où j'ai quasiment pas posté et je me suis dit pour un peu remettre les bases, pour un peu replonger dans le bain littéraire, c'était bien de faire une petite vidéo entre guillemets petit rappel peut-être de mes goûts littéraires. Pour ça j'ai trouvé un petit tag assez intéressant autour de mon genre préféré qui est la fantasy. Le tag s'appelle la Fantasy Trope Book Tag que j'ai pioché sur le site Nice Read, je crois. Je mettrai le site, le lien en barre d'infos. C'est des questions autour des tropes de fantasy qui vont pouvoir déboucher sur des questions que j'ai trouvées assez intéressantes. Du coup on commence tout de suite. Alors la première question s'appelle Princesse perdue, c'est-à-dire un livre ou une saga pour laquelle tu as perdu ton intérêt pendant ta lecture. Il y en a beaucoup parce que je suis quelqu'un qui au début je peux être assez hypée par la découverte d'une lecture, tu sais, dès les premières pages en fantasy c'est assez intéressant, tu découvres l'univers, les personnages, tu tâtes le potentiel qui peut se développer et donner lieu à des choses grandioses par la suite, et quand ces choses grandioses n'arrivent pas ou au contraire du coup ça gâche complètement le potentiel, t'es un peu déçu. Et ça m'est arrivé pas mal en fantasy où je me suis complètement détachée de l'univers progressivement, des personnages surtout. Il y en a trois qui me viennent à l'esprit. Il y a Jetfire Gold de C.L. Tan, publié chez Big Bang en France. Ça a été une de mes déceptions en 2022. Au début ça promettait énormément, c'était l'un des livres que je voulais le plus lire parce que c'est de la fantasy chinoise avec un univers qui ressemblait un peu à Avatar, avec dans cet univers asiatique avec des combats entre les éléments, feu, eau, blabla. Ça avait l'air hyper classe, avec des personnages qui semblaient complexes, qui devaient suivre des objectifs parlant d'honneur, de vengeance, qui pouvaient empiéter sur leurs sentiments personnels par la suite. Ça pouvait vraiment nuancer les personnages, leur psychologie, leur destin de manière vraiment bien détournée, vraiment bien dégradée. Est-ce que c'est si je voulais faire une métaphore genre nuance dégradée et tout, il y a un truc quand même à creuser de ce côté-là. Bref, voilà. Mais en fait, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus simpliste, hyper jeunesse, hyper cliché, hyper manichéen. Les relations entre les personnages où tu pensais que ça allait être complexifié par les tourments, par les dilemmes et tout, c'est tout lissé. C'était hyper prévisible. Le happy ending, tu le voyais des kilomètres, t'étais en mode mais c'est tellement facile à résoudre pour accéder à ce happy ending, c'était hyper barbant. Et je suis deg, surtout qu'il y avait des personnages secondaires qui semblaient hyper intéressants, mais tu te retrouves coincé avec des héros, leur romance qui prend le devant de la scène où t'es en mode mais qu'est-ce que je m'en fous. Alors après il y en a deux autres, genre il y a SVSSL, genre Scum Villain Self Saving System de Mushin Tongshou, publié en anglais chez Seven Seas Entertainment. Cette saga là, j'avais lu déjà les deux autres œuvres de l'auteur, de l'autrice, Moda Tsushio et Heaven of Officious Blessing, mes coups de cœur, vraiment meilleure saga de ma vie. Cette saga là ça a été mais hyper toxique, hyper malsain, hyper redondant, c'était pas ouf malgré le début qui était hyper prometteur parce que j'avais accroché à l'ambiance, à l'humour surtout, mais après quand la romance a pris le dessus, vraiment c'est hyper toxique, c'est très forcé. Et la troisième saga c'est l'Assassin Royal. Alors j'ai lu jusqu'au tome 5 ou 6, enfin j'ai fini la première épopée, ou la deuxième, enfin je crois que c'est la première épopée. Au début j'ai adoré la narration qui ressemblait à un conte, les personnages, je m'étais attachée vraiment à eux, à vraiment l'ambiance du truc, à l'action, je m'étais sentie impliquée dans le destin de Fitz. Petit à petit je me suis détachée parce que le tome 5 je crois c'était très lent, les choses que je voulais voir au final ça s'est vite réglé, c'était pas assez poussé j'ai trouvé, mais j'ai quand même l'intention de lire la suite, notamment avec les aventuriers de la mer parce qu'apparemment c'est hyper cool. Et voilà, j'ai déjà passé beaucoup de temps sur cette question, mais ça me fait manquer de parler de livres. Deuxième question, le chevalier dans son armure étincelante, c'est-à-dire une saga ou un livre qui a reçu beaucoup de hype, qui t'a convaincu, tu adhères à la hype. Je vais en citer 4. Pourquoi je sais toujours à chaque fois beaucoup de livres, normalement c'est un seul livre, bref on s'en fout. Il y a Timon Sefu, du coup Heaven of Officious Blessing de Mushin Tongshou que j'avais abordé tout à l'heure. Celui-là c'est vraiment un phénomène littéraire, enfin c'est hyper connu. C'est majoritairement une romance MM, c'est vendu comme ça, mais il y a tellement d'autres choses autour, genre les relations secondaires qui sont hyper complexes, hyper développées, je trouve original également dans le sens où il y a de la tragédie, il y a du drame, il y a de la fatalité, il y a des ressentiments mélangés parfois à un amour profond, mais du coup ça complexifie le tout et il n'y a pas forcément de happy ending. C'est vraiment le background qui est hyper riche, encore plus riche pour moi que l'histoire
histoire d'amour qui même en elle-même elle est assez cool à suivre. Voilà, du coup si tout ça vous intéresse, je vous conseille, même si l'écriture est vraiment pas ouf du tout, mais j'espère que vous surpasserez ce point, ce défaut là, pour vraiment apprécier la richesse de l'univers et surtout des personnages. Il y a la saga de Daevabad à Cité de Laiton et tout, mais moi perso j'adore, c'est vraiment un univers tellement riche, de dingue. Il me reste le tome 3 à lire. J'ai peur parce que j'ai peur de ce qui va arriver aux personnages. Déjà à la fin du tome 2, j'ai stressé pour certains personnages qui allaient peut-être mourir. En plus dedans il y a mon husbando préféré ever, Ali, voilà, l'amour de ma vie. The Poppy War, la guerre du pavot, qui est très connue. J'adore totalement à la hype parce que je trouve que c'est hyper audacieux dans la manière dont ça dépeint la guerre. Il n'y a pas d'honneur à voir, il n'y a pas de bravoure qui dépeint et tout, il y a juste de l'horreur et de la déshumanisation et de la barbarie et du désespoir, et c'est hyper réaliste. Et en plus ça dépeint également les conséquences de la guerre par la suite de manière mais tellement percutant. L'arc de corruption de l'héroïne, hyper frustrant, c'est horrible, t'as l'impression que t'es piégé dans cet engrenage de tragédie, de sang, de violence. Tu peux pas t'en extraire, tu peux juste voir comment ça va empirer de plus en plus parce que les personnages s'engluent de plus en plus dans la guerre parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Et le dernier livre que je voulais mentionner, c'est Sorcerer of Thrones de Margaret Rogerson. Genre ce livre-là, je l'ai tellement craint parce que quand on me le vendait, c'était en mode il y a des livres très cool, super, c'est de la fantasy, super, mais il y a de la romance. Et j'avais peur que la romance prenne le dessus sur l'histoire et tout. Mais non, vraiment déjà la romance c'est une bonne représentation, c'est une romance qui est saine, il y a de la représentation LGBT de manière très naturelle, des combats typiques de shonen en fait que tu arrives vraiment à visualiser avec les mouvements que tu retrouves dans les mangas d'action et tout, et c'était trop satisfaisant vraiment. Et surtout, Silas, personnage énormément de coup de cœur, personnage qui prend énormément d'importance dans ce livre-là et qu'on mentionne pas assez, je trouve. Tu mets en avant la romance alors que les relations qui sont avec Silas, je trouve que c'est encore plus développé, c'est encore plus nuancé, c'est encore plus fouillé, encore plus enrichi. Je comprends totalement la hype. Troisième question, le vieux et le sage sorcier, c'est-à-dire un auteur qui t'impressionne par son écriture. Alors, je vais pas être originale pour mes deux réponses. Déjà, Brandon Sanderson dans les archives de Rochard, la façon dont il arrive à construire, à développer, à mettre en avant, à mettre tellement d'intensité dans son univers. Genre, parfois il y a des chapitres où il y a différents points de vue, et c'est même des points de vue où je suis en mode, mais c'est même pas utile, c'est même pas obligé pour qu'on se rende compte de la richesse de son univers, mais il va quand même pousser le truc tellement loin parce qu'il est passionné. Et j'avoue parfois ces chapitres là ça me perd un peu parce que comme on n'en voit pas vraiment l'intérêt, que je suis pas vraiment attachée au personnage avec qui on suit ces chapitres là, j'étais ok, mais objectivement c'est tellement waouh. Et Les Archives de Rochard, c'est une saga, je pourrais pas l'expliquer avec mes mots, genre j'arrive à le concevoir, mais je pourrais pas l'expliquer de moi-même parce que c'est trop dense, mais c'est génial. Et le deuxième évidemment, Eiichiro Oda, qui est l'auteur de One Piece. Voilà, c'est pas un roman, mais c'est de la fantasy, et c'est une œuvre littéraire, et c'est un chef-d'œuvre littéraire. Pour les gens qui sont rentrés dans One Piece, on est tous épatés, que dis-je, éblouis, que dis-je, bluffés, chamboulés par la richesse de l'univers de One Piece. Genre, l'auteur il te tisse plusieurs fils au niveau de l'univers qu'on retrouve 500 chapitres après, tu vois. Genre, il arrive tellement à bâtir un univers qui est pertinent depuis... Ça fait combien de temps? Depuis plus de 20 ans, depuis 25 ans, un truc comme ça. C'est incroyable. Et franchement, tu voyages avec One Piece à chaque arc. Tu découvres une nouvelle île, un nouveau monde avec son système politique. Et en fait, c'est tellement riche qu'un arc peut faire un roman entier, une histoire complète pour moi. Tellement ça fouille la politique, les enjeux sociaux, les personnages, le fonctionnement de cette île-là. C'est bluffant. Comment il va chercher ces idées-là? Et puis en plus, il a 1 milliard de personnages à gérer. Je sais pas comment il fait, ces personnages-là sont des combattants, du coup il va inventer plusieurs attaques, plusieurs techniques, plusieurs pouvoirs. Ça donne lieu à des combats grandioses où il doit faire preuve d'intelligence, de créativité pour vaincre leur adversaire. Voilà, c'est pas juste des coups comme ça, c'est vraiment un système de pouvoir, mais c'est grandiose. Bref, tout est hyper riche et c'est un truc de dingue. Quatrième question, la demoiselle en détresse, un personnage sous-coté qui aurait mérité selon toi une narration plus développée, un arc qui est plus développé. Tous les personnages qui sont morts et on n'a pas eu le temps de les développer. Mais j'ai pensé à un personnage en particulier. Alors lui, je pense que personne va capter c'est qui parce qu'il est tellement secondaire. C'est Lit
Lityerses, je crois, qui est un personnage mythologique et qui apparaît dans les travaux d'Apollon de Rick Riordan. Il aurait pu tellement être développé du fait de son évolution psychologique après avoir subi les abus de son père, son éducation. On aurait pu voir comment il allait s'adapter au monde des humains, lui qui a vécu des milliers d'années. Je suis déçue parce que j'avais vraiment un crush sur lui. Cinquième question, l'épée magique, un objet magique ou un pouvoir que tu aimerais que les auteurs utilisent moins. Le pouvoir de l'amitié. Non, même pas, le pouvoir de l'amitié. En fait, avant je trouvais ça ringard, maintenant l'amitié ça me fait tellement chialer, tellement facilement chialer, je suis hyper fragile pour ça, c'est l'un de mes thèmes préférés. Peut-être la dualité entre ténèbres et lumière parce que ça peut être assez cliché, ça peut être assez lisse, mais en fait non, même ça si c'est bien développé, ça peut être hyper stylé. Genre là j'ai une saga en tête où ça utilise ça, je ne sais plus, Forest of Souls je crois. En fait tout dépend de l'originalité, avec de l'originalité tu peux faire adhérer à tous les pouvoirs en fantasy, même si c'est pas original, tant qu'il y a de la magie, du coup du pouvoir, j'aime bien parce que c'est toujours cool à visualiser. Sixième question, le méchant débile, débile, genre mindless, je savais pas trop comment traduire ça. Une citation pour laquelle tu ne peux pas t'empêcher de rouler des yeux. Alors j'ai pas de citation précise en tête, si, genre... Du coup ça c'est pas vraiment de la fantasy, mais bon, la romantasy c'est aussi la moitié enfin de la fantasy, mais genre les trucs en mode thé à moi, les trucs romantiques qui reviennent souvent, les discours d'amour de ce genre où ça demande la possessivité ou je sais pas quoi, ou... So et moi, vraiment le thé à moi, c'est vrai que c'est romantique d'être un objet, en fait ça me... Bref, mais même les discours d'amour en général, en fait, genre par exemple sur Instagram, je vois pas mal de posts avec des livres annotés, des livres où il y a des citations qui sont surlignées et à chaque fois, c'est des citations romantiques et moi quand je les lis, je ne ressens rien, je suis en mode mais c'est tellement cliché. C'est pas du tout les citations qui vont me marquer, que je vais annoter moi-même dans mes livres, j'arrive pas à comprendre l'engouement. Ces discours d'amour, je trouve que c'est redondant, je préfère les actions en fait, tu vois. Ou alors des discours d'amour qui sont maladroits, ça je trouve que c'est trop mignon. Pas des longs monologues, c'est assez peu naturel et que c'est forcé, c'est lourd. Genre juste fais des actions et c'est très bien. Septième question, le dragon indomptable, une créature magique que tu aimerais avoir comme animal de compagnie. Un dragon qu'on peut dompter. Non mais c'est vrai, avoir un dragon, imaginez. Depuis que j'ai eu Eragon, quand j'avais 13-14 ans, avoir un dragon, être lié à un dragon comme Eragon est lié à Saphira, comme Murtag est lié à son dragon rouge, je ne sais plus son nom. Le rêve, non vraiment un dragon, vraiment les dragons. Le dragon c'est mon animal préféré dans la fantasy, c'est cliché, mais sa majesté, sa puissance, son aura, le mystère autour d'eux, enfin... Mais sinon... Est-ce que Chopper c'est un animal de quoi? Non. Un animal un peu plus pratique qu'un dragon, en fait tu peux voler, mais un animal, un petit animal mignon aussi, quoique si t'es dans les combats et qu'il peut pas se battre, que tu dois le protéger, c'est chiant. Un loup, il y a cet esprit de meute et je trouve que c'est assez fort. Ça me rappelle que je dois dire Tijikun, genre c'est vraiment le chant du loup et tout. Bref, je divague. Et dernière question, l'élu, un livre ou une saga qui te hypera toujours. C'est difficile que mon intérêt se maintienne pendant longtemps pour une saga, notamment par exemple quand elle est finie. En général, mon intérêt s'amenuise et c'est plus vraiment de la hype, c'est plutôt un bon souvenir nostalgique, mais où je suis toujours en train de me questionner en mode peut-être que maintenant, des années plus tard, si je le lis, je vais pas autant aimer. Mais il y a une saga pour l'instant, bon, elle est pas terminée, mais ça fait quand même des années, qu'on attend le tome 4 et je pensais qu'elle allait justement sortir ce mois-ci, mais en fait c'est ce mois-ci de l'année prochaine. C'est dur, vraiment l'autrice elle prend son temps, mais c'est dur. Je parle de Nevermore de Jessica Townsend, la saga de jeunesse de ma vie d'adulte. C'est une saga pour laquelle je suis tellement contente d'être née pour pouvoir la suivre parce que normalement c'est une non-saga. Il y a 3 tomes pour l'instant qui sont sortis, mais normalement je crois
L'autrice prévoit de d'écrire 9 tomes, du coup on va vraiment voir toute l'évolution des personnages, quand ils vont grandir, quand ils vont mûrir, quand ils vont se confronter à la dure réalité de la vie, etc. Même si c'est pas mal déjà fait là. Ça fait trop bien, en fait c'est comme Harry Potter, mais là en tant qu'adulte, je vais le lire, je vais le découvrir. J'ai tellement une tendresse particulière pour cet univers qui est tellement coloré, dynamique, vivant, surprenant. J'ai envie de m'y plonger et j'ai envie de vivre dedans. J'ai envie de rencontrer des personnages qui sont tellement mignons, tellement adorables. C'est tendre, c'est pur, c'est drôle. Et il y a tellement d'amour amical, familial, la fin de famille avec Jupiter, Morrigan et tout. Tu sens également que c'est un livre jeunesse qui va pas prendre ses jeunes lecteurs pour des débiles, parce que l'univers, l'histoire va également se complexifier, va également devenir beaucoup plus sombre, notamment avec Morrigan, l'héroïne, où tu sens qu'il y a matière pour faire un personnage qui est gris. Même si là pour l'instant on n'a toujours pas de nouvelles depuis beaucoup de temps pour le tome 4. Mais je suis toujours si hypée, et chaque fois qu'on me mentionne Nevermore, chaque fois que je vois Nevermore, je sais pas un fan art ou quoi, j'ai un sourire aux lèvres parce que ça me réchauffe le cœur. Voilà pour ce tag, j'espère que ça vous a plu, j'espère que peut-être ça vous a donné envie de reprendre ce tag que je trouve vraiment intéressante, avec des questions plutôt originales et qui permettent de vraiment développer nos goûts littéraires de manière approfondie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos où on va partager notre passion dans des aventures livresques. Merci encore et à bientôt peut-être, je sais pas, j'espère. Salut!